à tous. Merci d'être venus dans cette session. Donc, je vais vous parler comment accélérer vos calculs, donc comment j'ai divisé le temps de calcul de mes traitements par 20. Donc, un petit mot rapide sur moi. Je travaille à 4SH depuis 6 ans. En ce moment, mes sujets, c'est Kotlin, Kafka, Kubernetes, encore un petit peu d'Angular, du GCP. Voilà, à côté de ça, je suis un papa développeur, joueur, runner. Donc voilà pour moi. Passons à la suite. Donc je ne peux pas vous parler du point technique sans vous parler un petit peu du sujet métier. Donc c'est peut-être pas des plus passionnants, mais il va me permettre d'introduire un petit peu mon point technique. La conformité pour les banques et les assurances. Donc la conformité, c'est un ensemble de procédures qu'une entreprise va appliquer pour se prémunir des risques liés au non-respect du code des banques et des assurances. Et notamment, ce qu'on a pour ces... alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une fenêtre qui... Hop, voilà. On a justement un organisme qui s'appelle l'ACPR, l'Autorité Contrôle Prudentiel et la Résolution, c'est un nom un peu barbant. Et ce contrôle, cet organisme, il va vérifier que les entreprises appliquent bien leurs procédures. Et notamment, dans les procédures qu'elles doivent appliquer, il y en a une qui s'appelle le LCBFT. Le LCBFT, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et la lutte contre le financement du terrorisme, on le fait en vérifiant les GDA. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un GDA? Un GDA pour gel des avoirs. C'est des listes de personnes physiques, comme vous et moi, enfin, j'espère que vous n'êtes pas sur cette liste, ou des personnes morales, donc des entreprises. Et pour tout cet ensemble de personnes, on va bloquer les capitaux, les comptes, les ventes et les acquisitions. Et donc, on a des listes qui sont généralement non standardisées et qui sont émises par un ensemble de gouvernements. Donc, chaque gouvernement publie sa propre liste. Et donc, sur ces listes, on trouve des gens qui ont un CV assez garni, mais qui ne sont pas au top. Vous avez pu en entendre parler un petit peu, malheureusement, lors des sanctions internationales qui sont appliquées, si j'ai sûrement un gel des avoirs qui peut être mis en place sur certaines personnes. Et donc, les banques et les assurances se doivent de ne pas compter des GDA parmi leurs clients. Et si elles ne le font pas, ça peut leur coûter très cher. Il y a 2 ans, la MMA reçoit une amende de 4 millions d'euros parce qu'elle n'a pas respecté le filtrage GDA. Et tout récemment, ABV a reçu une amende de 3,5 millions d'euros en octobre. Ça vient juste de sortir. Donc pour pouvoir se prémunir de tout ça, ces entreprises, ces banques, ces assurances, elles doivent régulièrement appliquer des contrôles sur leur stock client. Donc elles vont nous transmettre des personnes sous forme de fichiers avec les informations qui sont juste nécessaires au contrôle. Attention à la RGPD. Et nous, on va les récupérer, les listes des GDA, les standardiser, et on va avoir une première procédure qui va nous permettre d'importer l'ensemble de ces données dans un référentiel. Et ensuite, on va avoir une deuxième procédure qui va, en réalité, lancer un contrôle qui va comparer l'ensemble des personnes avec l'ensemble des listes GDA. Alors, ce n'est pas juste comparer, il y a vraiment un algorithme derrière, avec un ensemble de critères assez nombreux, et donc il y a comme ça un algorithme qui tourne et qui est appliqué. Et ce qu'on a en sortie, ce qui est produit, ce qu'on appelle des traces de contrôle. Et ces traces de contrôle, elles sont importantes parce que c'est ça qui va permettre de nous justifier auprès de la CPR que d'une part, il y a un contrôle qui est fréquent, et un contrôle de qualité, pour éviter les grosses amendes. Il y a un score qui est appliqué, et en fonction de ce score, s'il dépasse un certain seuil, on va aller créer un dossier de risque, et il y a un agent manuellement qui va pouvoir procéder à une validation de l'identité. Donc voilà un petit peu le process qu'on a aujourd'hui en place. Donc quand l'activité a commencé, on a commencé avec des petites volumétries, 15 000, avec des imports de 6 minutes et des contrôles de 7-8 minutes. Et chemin faisant, on a pêché de plus gros poissons, des stocks de 100 000, 40 minutes, 50 minutes, des stocks de 600 000, un import de 4 heures, un contrôle de 5 heures. On garde un petit peu en tête ce stock-là, parce que ça va être une valeur de référence sur la suite du talk. Et aujourd'hui, pour le bonheur de notre client, qui vend la solution, on a des stocks de 2 millions. Et du coup, on a un import de 16 heures et un contrôle de 20 heures. Et la CPR, aujourd'hui, devient de plus en plus exigeante, et elle demande des imports quasi quotidiens. Bon, nous, pendant ce temps-là, on n'est pas très très bien. Alors, je vous laisse imaginer notre tête quand gaiement, le client vient nous annoncer que lui, il a signé 20 millions.
Donc clairement, la solution actuelle ne va pas tenir. Il faut qu'on puisse trouver des solutions. Donc une fois la crise passée, on réfléchit un petit peu aux limites qu'on rencontre, donc ce qui sont les limites assez standards hein, qu'on connaît. Les I/O, quand on va aller lire l'ensemble de notre personne dans notre base de données. La RAM, dans laquelle on va aller loger nos listes GDA, parce que comme c'est la même qu'on va appliquer sur toutes les personnes, on va pouvoir gagner un peu en perf sur ce point-là. Mais la ressource la plus utilisée, ça reste quand même le CPU. Donc 32 CPU, 120 Go de RAM. Les alternatives qu'on peut avoir. Bon, les alternatives qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle du scaling vertical. Il nous manque du CPU, rajoutons du CPU. Bon, là-dessus, on est un petit peu bloqué. Parce que là où on est, en vérité, sur la machine CPU, on est déjà au max, chez OVH. Une C220 pour 120 Go, 32 CPU en 3 GHz. J'ai envie de dire, je suis désolé, mais RIP la souveraineté numérique européenne. Je traverse l'Atlantique et je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté, ce qu'on peut me proposer. On fouille les docs, et puis on s'aperçoit qu'effectivement, on a des grosses machines, ultra même, jusqu'à 416 CPU, qui nous permettraient techniquement d'aller faire 1 500 000 personnes par heure. Bon, c'est pas gratuit. Pour réaliser ça, on a de l'ordre de 20 000 $ si on prend la machine sur 3 ans. Donc on gagne quand même un facteur 13, quasiment, mais avec un coût relativement élevé. Et ce que je veux appuyer aussi, c'est que c'est quand même une ressource qui reste centralisée. Hein. On augmente ces grosses machines, mais ça reste quand même une ressource qui est partagée avec l'ensemble de nos clients. Donc si j'ai 3 contrôles qui se lancent en même temps, je vais forcément avoir mon temps qui va réduire de 3. Bon, si on ne peut pas adopter le scaling vertical, adoptons le scaling horizontal, rajoutons des machines. Et donc là, on va rentrer dans une mécanique de calcul distribué. Donc là où j'avais un nœud, par exemple, j'en rajoute 2 autres. Je passe sur 3 nœuds. Je vais pouvoir aller loger mes GDA in-memory sur ces nœuds-là. Je vais avoir en entrée mon fichier de personne. Et puis finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais le découper en morceaux pour pouvoir le distribuer auprès de ces 3 nœuds. Et chacun va pouvoir produire mes traces de contrôle que je vais pouvoir récupérer par la suite. Voilà un petit peu un pattern classique de calcul distribué. Et là où je passais 5 heures à faire mon contrôle, je peux y passer 1h40. Et j'ai envie de dire, c'est gagné. Bon, ça ne s'arrête pas là, parce qu'on peut se poser plein de questions sur la mise en place de ce pattern-là, notamment le découpage de données, la distribution des données, surtout, j'ai envie de dire, la gestion des nœuds. Donc toute une dimension infra, aller rajouter des nœuds, les enlever, s'adapter à la charge, agréger la donnée à la fin. Et ça, je n'ai pas envie de le faire tout seul. Je n'ai pas envie de le faire moi-même. Donc, je vais me tourner vers Google Dataflow. Google Dataflow, c'est une plateforme d'exécution managée de traitement de données par flux et par lot. Si j'en dois tirer un petit peu les 3 avantages, c'est que c'est une autogestion des nœuds. Ça veut dire, je veux lancer un calcul, ce que je vais lui demander, c'est un nombre de CPU, ou un nombre de machines qui a un certain nombre de CPU, donc 200 CPU. Je ne me préoccupe pas, c'est pas moi qui gère l'infra, lui, il m'amène les 200 machines. La deuxième chose, c'est que ces 200 machines, je vais avoir une tarification à l'usage. Je vais les payer juste le temps du calcul. Et après, je vais les restituer, je ne payerai plus. Et enfin, une troisième mécanique qui est très intéressante, c'est l'autoscaling. C'est qu'au lieu de lui dire je veux 200 machines, je vais plutôt lui donner une borne minimum, supérieure, et lui va être capable d'évaluer en fonction du débit, de la charge, d'aller prendre ces machines et de les restituer. Donc ça peut me permettre d'économiser des coûts. Si on parle un petit peu plus de la facturation, on est sur une facturation à la seconde, même si elle est souvent exprimée en heures. Donc si je prends une machine 15 secondes, je la paye 15 secondes. Il faut trouver une machine qui démarre en 15 secondes. C'est quand même une granularité de tarification qui reste intéressante. Donc si on revient un petit peu sur mon calcul, j'avais tout à l'heure 32 CPU sur ma machine, je faisais mon calcul en 5 heures. Avec un CPU, ça me prendrait techniquement 160 heures. Donc je peux aller en déduire le coût final de mon calcul, qui serait de l'ordre de 10 $. Et là, ce qui est intéressant dans ce pattern-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je prends 3 machines, donc 3 fois 32 CPU, effectivement, je vais payer plus de CPU, ça va me coûter plus cher.
Mais dans un monde parfait, je vais réduire mon temps de calcul. Donc je vais payer plus de CPU, mais moins longtemps. Et donc en fait, je vais rester sur un coût de 10 $. Si j'en prends 6, je vais passer sur 50 minutes. Et toujours pour un coût de 10 $. Vu que mon temps de calcul, je vais prendre plus de ressources et mon temps de calcul va être réduit. Donc là, j'ai envie de dire all-in. Allons-y, prenons de la machine. L'autre avantage, c'est que tant que j'ai de la machine, mes contrôles ils sont bien sur des exécutions séparées. Donc là où tout à l'heure j'avais une ressource qui se partageait, là je peux envisager d'aller m'engager sur des temps d'exécution auprès du client. Parce qu'ils vont avoir chacun leur pool de nœuds. Donc voilà, ça a l'air génial sur le papier. Donc maintenant, comment on met ça en place? Comment on met en place un calcul sur Dataflow? Et là, ce qui va nous aider, c'est Apache Beam. Donc en réalité, Apache Beam, c'est une librairie qui a été écrite à l'origine par Google et qui a fait don à la fondation Apache. Et cette librairie, elle va nous aider justement à décrire un modèle de traitement parallèle, unifié, par flux et par lot. On reviendra un peu sur ces concepts-là. C'est ce qui peut le démarquer un petit peu d'autres solutions concurrentes, le fait de traiter avec la même API, le par flux et le par lot. Donc du Beam, ça peut s'exécuter sur du Java, du Go, du Scala, du Python. Enfin, ça peut s'écrire surtout, et ça peut s'exécuter sur du Spark, du Samza et du Flink. Ça nous permet de nous concentrer vraiment sur la logique de description de notre calcul, et non, on ne va pas se préoccuper de la partie infra, on va dire un petit peu de la plomberie. Beam, donc ça va permettre de lier un petit peu toutes ces technologies-là ensemble. C'est un petit peu comme l'anneau de Sauron, mais il n'y a pas besoin d'être un génie du mal pour le mettre en œuvre. Et ça, je vais vous l'expliquer en 5 points, 5 concepts. Premier concept, la P-collection. Donc dans Beam, une P-collection, c'est une parallèle collection. Ça permet d'aller distribuer un ensemble d'éléments sur des nœuds. Et du fait que ça soit une collection qui est distribuée, elle a des caractéristiques. La première, c'est qu'elle est forcément non ordonnée. Ça, effectivement, si je distribue mes éléments sur un ensemble de nœuds, pour qu'ils soient traités parallèlement, je ne vais pas savoir, je ne vais pas avoir la garantie de quel élément est traité avant un autre. Le deuxième point, c'est qu'elle est immuable. C'est-à-dire qu'à un moment, si je veux transformer ma donnée, je vais en réalité créer une nouvelle P-collection, et pour chacun des éléments de ma P-collection, je vais appliquer une fonction de transformation pour générer une nouvelle P-collection. Et enfin, un point important, on a deux types de P-collections, les bornées et les non bornées. Donc les bornées, elles ont une taille fixe ou prédictible, ce qui va me permettre de les découper par lot et d'aller les distribuer. On est exactement dans le pattern que je vous ai décrit au début. Et on a ici la gestion non bornée, où en fait c'est un ensemble qui va croître avec le temps. Donc là, je vais plutôt analyser la donnée par fenêtre de temps. Donc c'est le traitement par flux, qu'on ne va pas utiliser dans notre cas. Deuxième concept, le P-transform. Un P-transform, c'est pour un parallèle transform, ça va être une fonction utilisateur qui va transformer un élément en un autre élément et qui va être distribué sur l'ensemble des nœuds. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'un P-collection, ça peut prendre un P-transform peut prendre un ensemble de P-collections en entrée, 1 ou n, et produire 1 ou n P-collections en sortie. Si je reviens un petit peu sur les fonctions utilisateurs, on a différents types d'opérations qui sont faisables. On a les opérations par élément, donc la plus simple, le map element, qui permet de mapper un type d'élément vers un autre type d'élément, un carré vers un rond. On a une opération sur laquelle repose justement map element, qui est pardo, qui est un petit peu plus évoluée, c'est qu'elle prend un élément, elle peut aller produire n éléments, et répartis dans des P-collections différentes. Donc ici, mon carré vers mon rond et mon cœur dans une P-collection, pardon, mon rond et mon triangle dans une P-collection et mon cœur dans une autre P-collection. On a des opérations d'agrégation pour regrouper de la donnée ensemble. Une opération un peu principale, le groupe by key. Donc dans mon ensemble, j'ai un ensemble qui partage une caractéristique, par exemple une couleur. Je vais pouvoir aller regrouper ces éléments justement par couleur, et dans ma P-collection de sortie, chaque élément sera un groupe d'éléments de la même couleur. Et enfin, dernière opération, le flatten. J'ai deux P-collections du même type, j'en veux qu'une seule, donc je vais les aplatir dans une même P-collection.
Voilà un petit peu des exemples d'opérations qu'on peut appliquer et qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Source sync, donc ça, c'est pour justement aller émettre de la donnée ou la réceptionner, donc plutôt en début ou en fin de chaîne. Et donc en réalité, les sources et sync sont tout simplement des p-transforms qui n'ont soit pas d'entrée pour les sources et pas de sortie pour les sync. Donc ça permet de lire dans une base de données, dans un fichier, dans une file de traitement. Quatrième concept, le pipeline. Le pipeline, c'est ce qui va nous permettre de décrire l'ensemble de notre donnée, l'ensemble du traitement de notre donnée. Et ça va tout simplement reprendre les éléments précédents, les p-collections et les p-transforms. Ça va être positionné en source ou en destination. Un pipeline, c'est en vérité un arbre acyclique, un graphe acyclique orienté de transformation, dont les arêtes sont des p-collections. Donc on retrouvera un petit peu cette manière de représenter la donnée. Et enfin, donc, un pipeline, ça s'exécute. Et donc ça s'exécute, cinquième concept, le runner. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. C'est que mon pipeline que j'ai décrit, je vais pouvoir aller l'exécuter sur du Spark, sur du Dataflow. Ça va jusque-là? Okay. On a d'autres concepts qu'on ne va pas détailler, mais qui sont plus liés au traitement par flux, comme la fenêtre, enfin le window, trigger, watermark. On va se concentrer plutôt sur le traitement par batch, par lot. Donc là, c'est l'architecture que je vous ai montrée tout à l'heure. Ce qu'on va faire, on ne va pas tout de suite faire du Dataflow, on va changer un petit peu notre base de données. Une base de données, on va prendre une base de données qui est plus adaptée pour aller faire du traitement en masse. Du BigQuery. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Google BigQuery, c'est un entrepôt de données pour traiter de la donnée en masse. Ce qui est génial, c'est que c'est du SQL. Donc ça, on est à peu près sûr que tout le monde normalement connaît, même des non-devs qui peuvent aller manipuler et analyser la donnée. Comme Dataflow, c'est serverless. La seule chose qu'on se préoccupe, c'est de la facture, surtout. Et ce qu'on facture, c'est le nombre de données qu'on stocke et les requêtes qui sont exécutées, le nombre de données qu'elle utilise. C'est hautement disponible, ça fait des très larges volumes de données, et c'est consommé efficacement par Dataflow. Donc c'est exactement ce dont on a besoin. Alors le trade-off, un petit peu, c'est que c'est vraiment une base de données qui est orientée pour faire du traitement en masse. Et donc les opérations individuelles, vaut mieux éviter. Aller faire un update précis sur une ligne, c'est possible, mais c'est limité par des quotas, et c'est très très coûteux. Donc on va plutôt avoir une approche append only en utilisant Google BigQuery. On va aller, plutôt qu'aller modifier une donnée, on va aller rajouter une ligne, on va aller versionner nos datas pour pouvoir récupérer les données les plus récentes, et plutôt derrière, on va faire tourner des jobs de suppression en masse pour les supprimer les données qu'on n'utilise plus. Donc appliquons Dataflow avec BigQuery. Donc on va faire un petit zoom sur l'import de données. Donc ce que j'ai, c'est que j'ai mon fichier avec mes personnes, et je veux aller importer dans BigQuery. Mais j'ai déjà des données dans BigQuery. Parce que c'est des données qui ont été importées précédemment, en fait. Ce n'est pas forcément des nouvelles personnes, ça peut être des personnes existantes où il y a des nouvelles personnes. Donc, si je réagence un peu les choses, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt lire à la fois dans mon fichier, lire à la fois dans BigQuery, et puis rapprocher mes personnes pour pouvoir réaliser une fusion, une mise à jour. Et c'est là, justement, où je vais pouvoir appliquer en plus des règles métiers qui sont spécifiques à la mise à jour. Et à la fin, on a dit append only, j'envoie mes données en création de nouvelles lignes versionnées. Et donc je vous propose en fait, d'exécuter ça maintenant. Alors pourquoi on exécute ça maintenant? Alors déjà le cas, on va le faire sur un ensemble de données de 578 014 personnes. Et on va le faire maintenant parce que pour des raisons pratico-pratiques, je vais le faire maintenant, comme ça je vais pouvoir décrire un petit peu l'algorithme et puis on va pouvoir un petit peu voir le truc tourner derrière. Donc la question qu'on peut se poser, c'est combien de CPU on va mettre? D'accord avec moi, ça serait un peu idiot de mettre 32 CPU, parce que le but c'est d'en mettre plus. Est-ce que je double? 64. Non, on est quand même là pour faire des tests un peu sympas. Donc 512. Bon allez, c'est pour moi. On y va sur 800 CPU. Donc alors on va aller voir un petit peu.
Donc je dois avoir un shell. Ah, vous voyez des choses. Donc juste un petit peu. Donc moi, à la fin, je produis un livrable, en fait. On peut passer des arguments qui sont lus, donc ça se lance vraiment très simplement. Notamment, ce qu'on peut voir, c'est que ici, les informations qui peuvent être intéressantes, c'est que je spécifie bien mon runner dataflow. Je spécifie bien une zone, ici c'est à Francfort. On voit bien 200 workers, et on doit avoir le type quelque part, là je ne le vois pas, ah si, ils sont là. Donc c'est 4 CPU. Je ne vous ai pas menti, 4 fois 200. Lançons notre truc. Ça va aller vite. Hop. Donc ça compile, et derrière ça exécute la commande. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'effet démo. Je vais aller voir, normalement il devra apparaître ici. Hop. Voilà, ah non, il est là, je l'ai vu. Tac. Donc voilà, on voit que ça s'exécute, c'est parti. Donc on va mettre ça de côté, on va revenir un petit peu au code, on va le laisser tourner. Donc, Apache Beam. Donc Apache Beam, j'ai un objet pipeline qui va me permettre d'aller créer un pipeline. Donc ça va bien partir du pipeline pour commencer à décrire mon traitement de données. Donc mon traitement de données, la première chose que je veux faire, je l'ai dit, je veux aller lire dans un fichier. Donc je vais utiliser la méthode apply, que vous voyez, donc clean4, c'est surligné, là. Je vais essayer de faire un truc pour que vous repériez le code. Alors c'est en Kotlin, parce qu'en Java ça ne rentrait pas sur la slide, mais normalement là ça doit aller. Donc apply, on nomme une étape, donc readline, et en fait on va vouloir lui passer un p-transform. Et donc là on a un ensemble d'outils utilitaires fournis par le framework, donc un text.io.read qui va me permettre de dire d'aller lire un fichier. Bon, ce fichier, il est sur GCS, il a été uploadé au préalable par le client, il est à dispo. Et donc on voit bien que mon type de retour, c'est un p-collection de string. Donc en fait là, c'est des JSON lines avec les infos de la personne. C'est pas hyper pratique d'aller manipuler de la string. Donc ce que je vais vouloir faire tout de suite, c'est d'aller mettre en place un autre transformer, donc je fais un autre apply, et je vais aller transformer ma donnée en une donnée objet qui est plus manipulable. Donc un person to control, qui va comprendre les ensembles d'informations qui vont être nécessaires au contrôle. Donc on va map elements, j'ai une méthode into qui va me permettre de décrire le type cible, donc je passe la classe person to control, et via la méthode via, je peux lui passer une process function. Donc une process function, c'est une interface qui est fournie par le framework. Avec Kotlin, du coup, je peux aller mettre une lambda, donc ça s'écrit bien. Et j'ai une ligne, une string, que je vais transformer en person to control. Donc je fais un point to person to control, pour ceux qui connaissent, c'est une extension function qui est sur la ligne. Derrière, ça va appeler du Jackson, et ça va aller créer mon objet person to control. Voilà, donc j'ai une p-collection de person to control. Deuxième chose, je vais aller lire dans ma base en même temps. Donc là, c'est un peu le même pattern. J'applique un transformer. Super, j'ai un BigQuery IO. Ça me permet d'aller exécuter une requête SQL. Je ne vous ai pas mis le détail de toute la requête parce qu'elle est un peu longue, parce que le but, c'est bien d'aller chercher les personnes qui sont à la dernière version. Et je vais obtenir des tuple rows. Et donc des tuple rows, c'est pareil, je vais appliquer un autre transformer qui va me permettre d'aller transformer ma donnée en person to control. Et donc j'ai deux p-collections de person to control. Une du fichier, une de BigQuery. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Un flatten, pour pouvoir aller les réunir, pour avoir une seule p-collection. Parce que c'est bien deux mêmes types, donc j'obtiens une p-collection d'un même type. Alors, ce que je vais vouloir faire par la suite, je vais transformer ma donnée, donc on voit le type, là, line5, juste en un ensemble clé-valeur, la clé étant un ID, qui me permet d'identifier de manière unique la personne, que ce soit aussi bien de BigQuery du fichier, et en valeur ma person to control. Donc ça, en fait, je prépare ma donnée pour l'étape suivante. Parce que mon étape suivante, ça va être, on l'a présenté tout à l'heure, un groupe by key. Donc le groupe by key, il va me permettre d'aller réunir ensemble tous les éléments qui ont la même clé. Ici, la même string, le même ID de personne. Et donc ce que j'obtiens maintenant, c'est toujours un ensemble clé-valeur avec ma string, mais en valeur, je vais avoir une liste de personnes. Une liste de personnes issues du fichier et issues de BigQuery. Jusque-là, c'est facile.
Là, je vais avoir vraiment un élément métier. Donc, je vais avoir je vais aller repérer la personne la plus récente, la personne du fichier, et je vais les mélanger. Il va y avoir des règles métiers qui s'appliquent, et je vais en sortir un person to control, à partir de ma liste de person to control. Et j'obtiens bien une p-collection, une ligne 5 de person to control. Bah, là, je suis quasiment à la fin. Hein. La seule chose qui me reste à faire, c'est d'aller les écrire dans BigQuery. Et donc, j'ai une méthode qui me permet d'aller les écrire dans BigQuery. Donc, je précise la table de destination et une méthode pour aller le retransformer en table row. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, écrire, faire des opérations unitaires, c'est assez coûteux, c'est limité. C'est pas du tout ce qu'on fait là. Là, on utilise une storage rate API. Donc, c'est fait spécialement pour aller écrire de la donnée en masse et pour limiter les coûts. J'ai mon pipeline d'import. C'est maintenant un pipeline que je peux exécuter. Donc j'ai une méthode run qui me permet d'aller exécuter mon pipeline et puis je vais attendre la fin de l'exécution. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça a donné. Donc Dataflow, il y a une interface du coup. Donc on retrouve bien. Peut-être diminuer un petit peu. Non, je peux pas. Ok. Donc on retrouve bien le workflow que je vous ai spécifié juste avant. Donc on retrouve bien les reads de personnes, le read file, les deux to person to control, le flatten, le group by, le merge. Ouais, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, mais ce n'était pas nécessaire, sinon ça ne rentrait pas. Et le write BigQuery. Donc on voit qu'en fait ma tâche elle est déjà terminée. On a l'état de la tâche qui est ici. Là. On voit que bon, actuellement il n'utilise plus de nœuds. Et on voit qu'il y a bien 800 processeurs qui avaient été programmés sur la source, pour un total de 800 Go de RAM. Alors, je pense que vous auriez aimé voir le truc tourner. Rassurez-vous, on va avoir l'occasion de le voir après. Juste un petit peu, on peut voir qu'il y a aussi un onglet Metrics. Donc là, on voit, ce sont vraiment la réservation des machines, donc qui monte à 200 machines. Et puis on peut voir d'ailleurs aussi l'utilisation des processeurs. Donc là, on voit qu'il a eu la nécessité de monter les différents nœuds à 30% environ de CPU. On a un onglet coût. Alors là, il n'a pas eu le temps de... Il ne l'a pas publié, mais il va peut-être arriver un petit peu plus tard. Je tente ma chance. Si, là, il y est là. Donc là, pour un coût de $2. Et bien entendu, le temps d'exécution, 3 minutes 36. Pour aller processer mon import. Un petit mot sur BigQuery. Donc sur BigQuery, on voit qu'on a de la donnée qui est structurée là. Alors je vais en profiter parce que je viens de penser à un truc, sinon je vais me faire avoir. On va lancer le deuxième déjà tout de suite. Donc là, sur BigQuery, on a de la donnée. On voit qu'on peut avoir de la donnée hiérarchisée, hein. Il y a une notion de record, donc il y a des schémas, il faut décrire, c'est du protobuf, donc on peut décrire sa donnée pour que ce soit de manière optimisée, et on peut très bien avoir de la donnée hiérarchisée, donc aller sérialiser ça, désérialiser ça facilement. J'attire votre... Donc on a un peu une fenêtre SQL, là, je peux vous montrer, là, je peux aller... on peut voir que dans ma base, j'ai à peu près 50 millions de personnes, donc il y a eu d'autres personnes en dehors de la source que j'analyse. Là, c'est la fameuse requête que je ne vous ai pas montrée. Il doit y avoir un truc qui bloque. Bon, c'est pas très grave. Et là, c'est une petite note pour tout à l'heure. Donc, on prend la DeLorean, là, on va dans le futur, 2 minutes. Retenez ce nombre. Donc, on a des PCR qui arrivent ici. Il y en a à peu près 3 500 000. Donc voilà, BigQuery, ça, ce qui est un peu intéressant, là, si j'exécute... Par exemple, cette requête, on voit des informations sur le job, on voit les octets qui sont facturés. Donc là, comme c'est un count, il ne parcourt pas d'octets, quand même, on peut voir en live quel est le coût des requêtes. C'est un petit peu ça qu'il faut surveiller quand on fait du BigQuery. Bon, je regarde juste celui-ci, il marche, mais il m'a l'air pas mal. C'est bon. Donc voilà, j'ai mon import, je vous ai montré un petit peu le déroulé. Donc on a vu 800 CPU. Donc l'idée maintenant, ça va être d'appliquer le même pattern, la même technologie sur la phase de contrôle, en utilisant Dataflow. On retourne un petit peu sur du code. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller lire mes personnes qui sont dans BigQuery, mes personnes à jour.
Donc je ne fais pas le détail, c'est exactement le même morceau de code qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai une collection de person to control. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est réaliser mon contrôle. Donc j'ai une fonction de contrôle, et je vais l'appeler justement, je vais utiliser un map elements pour les transformer en person to control en trace de contrôle, qui ici s'appelle un person control result. Et donc sur ce map, je vais appeler une méthode à l'intérieur, je vais appeler une méthode contrôle, qui va contrôler une personne. Mais il me manque quelque chose quand même. Rappelez-vous, si je veux contrôler ma personne, c'est que j'ai besoin d'aller appliquer mon algorithme sur l'ensemble des GDA. Mettons ce petit point de côté. Si je continue mon processus principal, je vais aller créer un submessage dans un pub-sub de Google, c'est une file de messages, et je vais lui envoyer. J'ai tout l'outillage pour pouvoir le faire facilement. Revenons un petit peu à mon map elements. Comment je peux aller récupérer mes GDA ici? Donc, je vais vous introduire un 6e concept, le side input. Un side input, ça permet de joindre à une P-collection existante un ensemble qui est plus petit et moins mis à jour souvent, qui est peu mis à jour. Donc du coup, qui va pouvoir éventuellement être chargé sur les différents nœuds. Une P-collection, c'est manipulé au travers d'une vue. Une vue qui va nous permettre d'aller récupérer la donnée dans un type qu'on sait un petit peu plus manipuler dans notre algo, une collection, une map, un set Java ou Kotlin. Et si on en fait une liste, ça va dire à Dataflow d'aller le charger en RAM, justement, qui va avoir la capacité de le faire. Mettons ça en place. Donc là, je reviens un petit peu sur mon map elements. Je vais le modifier légèrement. Je vais toujours utiliser un map elements, mais au lieu de lui passer une process function, je vais lui passer une contextual function. Une fonction qui, en plus de son élément, a un contexte. Et c'est dans ce contexte que je vais pouvoir récupérer mes GDA. Donc quand je crée ma contextual function, ligne 8, elle prend 2 paramètres, toujours une lambda, et elle prend en deuxième paramètre des requirements, pour expliquer à Dataflow d'aller joindre la donnée. C'est un petit peu la flèche verte. Et on voit bien que ça va prendre une view. Donc, déclarons notre view. Donc, on va aller récupérer la liste de GDA, elle est dans BigQuery, hein, comme les personnes. Donc ça, je sais le faire. Je vais aller faire tourner une requête. Je vais récupérer ça, je vais aller utiliser un autre map elements pour aller les transformer en GDA record. Donc j'avais des table rows que je transforme en GDA record. Et donc j'ai une P-collection de GDA record. Mais ce que j'ai besoin, c'est une P-collection view. Et donc là, j'ai un transformer view, view.asList, qui va créer un transformer qui va en faire une P-collection view. Et j'attire votre attention sur le type, c'est bien une P-collection view de liste GDA record. Donc une liste Kotlin ici. Et bah, du coup, j'ai ce qu'il me faut. Je vais pouvoir le donner au requirement en premier, ligne 13. Donc require side input. Je lui donne ma vue. Donc il sait qu'il va aller devoir joindre et monter en mémoire sur les différents nœuds les GDA. Et je vais pouvoir exécuter mon side input. Je vais pouvoir, à l'intérieur de ma fonction, utiliser mon contexte pour utiliser une méthode side input, lui passer toujours la vue, et là, il va aller me ressortir ma GDA list, ma liste de GDA record. Donc, au sein de ma fonction, de mon transformation, je dois transformer mon person to control en person control result, et j'ai ce qu'il me faut, j'ai ma personne et j'ai ma liste de GDA. J'applique l'algo, et c'est gagné. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà lancé l'exécution. Donc là, c'est en train de tourner. Là. Donc on voit qu'il a déjà, chargé les GDA, ici, en GDA record, view as list. Et là, il est en train de continuer à lire les read person, person control. Et ici, on a le code où justement le side input vient sur le transformer, en plus de la lecture. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut voir le débit là. D'ailleurs, je peux même cliquer sur l'étape, il va me donner un peu de détails. On voit qu'effectivement, je suis en train de processer, donc là, il varie entre 1500 et 2000 personnes secondes. Ça va plus vite. On voit que j'ai le toPCR message et le publish.
il y a un onglet, la Data Execution, en fait, c'est qu'il va aller prendre une version un petit peu... donc nous, on lui décrit des étapes de transformation, et lui, en fait, il va regrouper ça dans des étapes qu'il appelle des étapes optimisées. Et on voit notamment, on peut faire le chemin critique, on voit que la principale qui est en train de tourner, c'est celle-là. Et en fait, ça va être un regroupement d'une partie du workflow qui est en train d'être exécutée. Alors là, je sais pas si c'est la résolution, mais j'arrive pas à... C'est une dernière fois, mais hop. Non, j'arrive pas à afficher ce que je voulais afficher. Bon, c'est pas très grave, mais en fait, c'est juste pour vous dire que c'est associé à une partie du workflow qui est en train d'être processée. Dans les métriques jobs, donc tout à l'heure, on était à 30% de CPU là, pour l'import. Si je vais voir un petit peu le CPU, je pense qu'il n'est pas à jour. On reviendra dessus après. Voilà. Donc là, on voit qu'il bosse vraiment beaucoup plus. Là. On voit que la majorité des nœuds atteint quasiment 100%, et petit à petit, en fait, ils vont tous atteindre vraiment 100% d'utilisation. Utiliser le CPU pleine balle. Donc voilà un petit peu l'exécution. Donc on va continuer. Alors, moi, je connais déjà le temps, et puis je vais vous le dire, parce que j'ai pas le choix. Et par contre, on ira vérifier à la fin que je ne dis pas de bêtises. Donc, il va réaliser le temps en 15 minutes, pour un coût de $10. L'import, pour rappel, il était pour 5 minutes, $2. Je ne fais pas l'affront de faire une addition, mais 5 minutes plus 15 minutes. Vous aviez, pour rappel, auparavant, on avait 4 heures et 5 heures. Donc je suis désolé, je vous ai menti, ce n'est pas 20 fois plus rapide, c'est 27 fois plus rapide. Donc on arrive avec cette solution à produire un temps de calcul 27 fois plus rapide, avec un coût qui est plutôt maîtrisé, qui est plus facilement facturable aux clients, et dans un calcul isolé. Alors un petit mot sur l'aspect impact sur l'environnement. Donc il y a certainement plein d'impacts négatifs, mais j'essaie de me concentrer sur le positif. Le premier, c'est l'optimisation des ressources. Ça, je vais vous le détailler juste après. Un deuxième point qui est utile, c'est que bon, on sait tous que les gros providers, les GAFAM, là, enfin, Google, etc., ils veulent avoir une offre compétitive, et donc du coup, ils veulent mettre à disposition des machines dernier cri, et donc on a souvent des machines qui deviennent désuètes. Et c'est vraiment un cas applicatif, on va pouvoir réutiliser ces machines, parce que nous, la seule chose qu'on a besoin, c'est de CPU et c'est de RAM, donc on peut aller les réintégrer dans les chaînes de calcul. Et enfin, ce sont du coup un modèle qui permet de se mettre au service de la recherche pour, par exemple, l'analyse du climat, pour des modèles prédictifs. Ça peut y contribuer. Donc, concernant l'optimisation des ressources, si je compare un peu mon gros serveur que j'avais avant à une maison bien confortable où je peux inviter du monde. Bon, des fois ça s'en va, mais il y a toujours la lumière qui est allumée. Donc je vous l'ai représenté un petit peu à gauche. Là où Dataflow, c'est plutôt un immeuble avec un ensemble d'appartements qui représentaient mes nœuds, avec la lumière qui est allumée. Donc là, on va dire que vert, jaune, rouge sont des clients différents. Ils sont tous en train de tourner, s'exécuter. Donc d'un côté, c'est sur des gros serveurs. D'un côté, c'est réparti sur un calcul distribué. Et jaune s'arrête. Bah là, dans ma machine que je prenais avant, elle continue de tourner parce qu'elle est prête à accueillir le nouveau calcul. Je n'ai pas de mécanisme en place pour aller l'éteindre. Ça tourne toujours, ça consomme. Là où, d'un autre côté, j'ai pu, avec Dataflow, réattribuer les ressources sur les différents nœuds existants. Donc, bleu et rouge ont gagné chacun 2 appartements éclairés. Donc, mon calcul va nécessairement plus vite. Et à un moment, c'est terminé. Et donc là où j'ai toujours une consommation, mes serveurs qui tournent, côté Dataflow, lui, va pouvoir aller éteindre tous ces nœuds et les réutiliser à l'usage. Donc on peut avoir une optimisation des ressources et on peut, de ce fait, avoir un impact dans ce pattern-là plus satisfaisant que le précédent. Donc, je vous ai présenté du coup BIM et Dataflow. Donc avec ça, on a quelque chose de scalable, performant. On a une mise en œuvre qui est relativement simple. Je vous ai montré au travers de l'API, une portabilité, donc on peut l'exécuter ça en dehors de Dataflow, sur d'autres runners. On a une tarification à l'usage et une optimisation des ressources. Bon, parlons un petit peu des choses quand même, pour être tout à fait honnête. Il peut y avoir aussi
des points qui méritent réflexion. Je ne peux pas demander non plus un nombre incalculable de machines à Google, quoi. J'ai nécessairement des quotas qui s'appliquent. Et des quotas, alors, sur la doc, c'est de 2000 à 4000 nœuds par jobs quand on fait du data flow shuffle, mais ça doit être moins dans d'autres cas. Et donc ça, ce n'est que les quotas, en fait, parce qu'en vérité, dans les data centers, on peut avoir aussi une capacité qui peut être différente en fonction du data center où on est. Donc là, il va quand même falloir penser à faire des capacity planners pour aller expliquer à quel moment on va avoir besoin de pics de ressources, et à un moment où l'activité va être moindre. Donc c'est des choses à anticiper quand même. On a un coût du CPU, si on le prend vraiment à l'usage versus sur une machine à engagement qui explose, qui est beaucoup plus cher. Mais bon, je ne peux pas faire ce que je fais avec du calcul distribué. Et on a une performance qui n'est pas toujours linéaire. C'est-à-dire que plus je mets du CPU, plus il va y avoir peut-être des coûts qui vont être liés à l'agrégation, la distribution de données. Mais ça reste modéré. Donc, on va aller voir s'il a terminé. Donc là, on voit bien, je ne vous ai pas menti, il est au taquet sur les CPU. Il n'a pas tout à fait terminé, je pense. Effacer la sélection. Voilà, si, il a fini, réussi. Bon, 12 minutes 8. Et le coût, ça, c'est pas bon, c'est pas à jour. 10 $, 9,10 $. Et tout à l'heure, je vous parlais des PCR. Donc, ce que fait, les PCR sont arrivés dans le PubSub. Donc, nous, habituellement, après, on les envoie sur du S3 pour pouvoir les exploiter autrement. Là, je les ai renvoyés sur du BigQuery, parce que c'est facile à faire depuis un PubSub. Donc, je crois que je vous avais dit 3,5 millions. Là, je vais croiser les doigts, bon, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, j'ai encore lancé une valeur, 3,5 millions. Voilà. Je suis bien passé à 4 millions. Donc, j'ai bien eu mes traces de contrôle qui ont été réinjectées dans BigQuery. J'arrive au terme. J'espère vous avoir convaincu d'envisager ces patterns-là, parce que ça peut vraiment apporter des résultats très, très satisfaisants. Je vous en profite pour vous dire, pour faire un petit peu de pub juste pour notre stand à 4SH, n'hésitez pas à y passer. Un passage égale un don à 1 € de l'association, donc BDX.io n'est pas encore fini, vous avez le temps d'y aller. Et si vous voulez me faire des retours, je suis très preneur. Voilà, c'est la première fois que je donne cette presse-là, donc si je peux m'améliorer, n'hésitez pas. Voilà, j'ai terminé. Bon, merci.